Coup de mob? Coup de mob? Coup de mob? Coup de mob. Coup de mob. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Coup de mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain CSN consacré à la mobilisation. Mon nom est Daniel Leduc et aujourd'hui, on va voir un modèle de négociation bien particulier, un genre de modèle qu'on voit pas souvent. C'est celui de la négociation coordonnée dans l'hôtellerie et vous allez voir, c'est vraiment une histoire de lutte victorieuse. En fait, depuis environ 40 ans, les syndicats du secteur de l'hôtellerie affiliés à la Fédération du commerce de la CSN ont instauré une stratégie de négociation coordonnée. Cette stratégie de négociation a permis aux syndiqués de la CSN d'obtenir des conditions de salaire et de travail parmi les meilleures en Amérique du Nord dans ce secteur. Pourtant, dans les années 70, les salaires des travailleuses et des travailleurs de ce secteur étaient à peine plus élevés que le salaire minimum. Autrefois considérés comme des travailleurs et des travailleuses pauvres, aujourd'hui, ils et elles gagnent bien leur vie. Alors qu'on les considérait plutôt comme des domestiques, aujourd'hui, ils s'affirment comme étant des professionnels. Qu'est-ce qui est venu changer la donne? Quelles sont les stratégies mises de l'avant qui leur a permis de faire des avancées significatives quant à leurs conditions de travail? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, mes invités aujourd'hui, Michel Valiquette, trésorier de la Fédération du commerce et syndiqué de l'hôtel Hilton de Laval. Bonjour Michel. Bonjour à vous, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Alexandre Méalin-Boily, qui est président du syndicat des travailleuses et travailleurs de l'hôtel Méridien. Bonjour, merci de l'invitation. On nomme ça aussi Doubletree, hein? Oui, on a changé de nom à plusieurs reprises, donc le nouveau nom étant le Doubletree. Mais tout le monde connaît ça à Montréal comme étant le Méridien, hein? Oui. C'est ça. OK, excellent. Et Dominique Daigneault, qui est présidente du Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Bonjour, Dominique. Bonjour. On va aller dans l'histoire de cette négociation bien particulière, de ce type de négociation bien particulière. Dans quel contexte est née la stratégie de négociation coordonnée dans le secteur de l'hôtellerie à la CSN? Je pense que je vais commencer avec Michel, parce que ça fait vraiment très longtemps que tu es là. Pas si longtemps que ça. Donc, non, mais effectivement, là, vous l'avez mentionné, moi, mon syndicat, c'est le syndicat du Hilton Laval. Ça fait maintenant ça fait 39 ans maintenant que je suis dans le milieu d'hôtellerie. Donc, j'ai participé notamment là, aux 10 dernières rondes de négociation. Donc, certaines comme président de mon syndicat et d'autres comme responsable politique là, à la Fédération du commerce. Mais avant de parler, je pense, du début de la négociation coordonnée, il faut remonter un petit peu dans le temps, puis il faut parler un peu de l'arrivée des syndicats à la Fédération du commerce puis à la CSN dans le secteur de l'hôtellerie. Parce que au milieu des années 70, il y en avait pas d'hôtel ou encore très peu de restauration syndiquée à la CSN. Il y a eu une arrivée. Les premiers syndicats qui sont arrivés à la Fédération du commerce, en fait, c'est le syndicat du Hilton à Québec qui lors d'un congrès de la CSN a lancé un peu un cri du cœur en disant on veut partir du local auquel on est syndiqué pour aller avec la CSN. Faut comprendre que ils étaient associés au local 31 qui était un local américain qui était affilié à la FTQ, mais où les pratiques étaient quand même somme toute assez douteuses là. On parle de négociations réglées là sans consultation des membres, des conventions collectives qui étaient données aux membres mais sans passer par des assemblées générales qui étaient uniquement écrites en anglais. Donc puis à ce moment-là, le local 31 avait le monopole dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Donc en 76, les membres du syndicat du Hilton Québec souhaitent joindre les rangs de la CSN. De là, un des épisodes juridiques qui vont durer tout près de 3 ans avant de pouvoir obtenir leur accréditation. Et entre-temps, le syndicat d'Alexandre, le syndicat de l'Hôtel Méridien, s'est joint à la Fédération du commerce et à la CSN. Entre-temps, donc, ils sont devenus le premier syndicat officiellement accrédité à la Fédération du commerce dans le secteur de l'hôtellerie. Bon, par la suite, le Hilton Québec a eu gain de cause et par la suite, là, il y a eu un raz-de-marée. Tous les hôtels qui étaient syndiqués avec le local 31 ont joint les rangs de la CSN. Et à partir de là, vous l'aviez mentionné en introduction, là, travailler dans l'hôtellerie, là, c'était considéré comme un deuxième puis un troisième emploi. Tu gagnais pas ta vie en travaillant dans le secteur de l'hôtellerie. C'était les conditions minimales du travail. Là. On parle de 10-15 sous de plus que le salaire minimum. Évidemment, aucun autre avantage sociaux. C'était les normes du travail. Pas d'assurance, pas de régime de retraite, pas de congé de maladie. Les vacances, c'était les normes minimales du travail. Donc, à partir des années 80, on a commencé à négocier des conventions collectives dans le secteur de l'hôtellerie.
Puis, ben là, on s'est aperçu qu'on avait quand même la force du nombre, puis qu'on représentait une grande majorité des gens dans ce secteur-là. Fait qu'il y a eu des premières tentatives de négo coordonnées, mais en fait, ça s'est réalisé, mais c'était plus sur une base régionale. Donc, en 1986, c'était à Québec. Donc, les hôtels qu'on avait à Québec se sont regroupés, puis on négocié de façon coordonnée. L'année suivante, c'était à Montréal. Et finalement, c'était en 1990 qu'a lieu la première ronde de négociations coordonnées. On se rappellera à l'époque aussi qu'on avait des leaders forts dans ce secteur-là. On a commencé à Lise Poulain, qui était présidente de la Fédération du commerce à ce moment-là, qui est devenue secrétaire général de la CSN, et également Jean Lortie, qui est devenu trésorier de la Fédération du commerce, par la suite président de la Fédération du commerce, et par la suite, lui également, secrétaire général de la CSN. Donc, ce sont des pionniers, évidemment, qui étaient entourés d'une équipe de travail puis de militants qui étaient très forts. Et à ce moment-là, ben tout était à gagner. Comme je vous le disais, on partait pratiquement de rien. Donc, c'est à ce moment-là qu'est né ce mouvement-là, puis qu'on a réalisé que, c'est un peu cliché, mais la force du nombre faisait en sorte là, que ça nous donnait un rapport de force beaucoup plus élevé. Et toi, t'es arrivé à quel moment à peu près dans toute cette belle histoire-là? Il y a au moins 20 ans, je crois. En fait, le syndicat du Hilton à Laval, qui était à l'époque un gouverneur, qui est devenu le président, puis qui est devenu Hilton. Ça, on voit ça souvent dans le secteur de l'hôtellerie, là, des changements de nom puis de bannière. La première, en fait, c'était en 1993, ce qui se trouvait à être la deuxième ronde de négo coordonnée. Okay. Donc, on est rentré à ce moment-là. L'hôtel a ouvert dans les années 1988, je me rappelle bien, j'étais là à l'ouverture. Mais quand on est rentré, on était déjà syndiqués. Donc, on n'avait pas pu choisir notre organisation syndicale. En tout cas, je rentrerai pas dans les détails, mais on était syndiqués avec le syndicat des métallos. Donc, on a eu une convention collective avec les métallos et par la suite, par voie de maraudage, on a joint la CSN puis la Fédération du commerce, puis on a entamé notre première ronde de négociation en 1993. Puis là, en 1993, là, pour ceux, là, pas beaucoup de monde qui doivent se rappeler de ça, mais on vivait une crise économique importante, les taux d'intérêt étaient excessivement élevés. Le marché du travail, le taux de chômage était élevé aussi. L'avenir était bouché. C'était notre première négo avec la CSN, puis les employeurs arrivaient aux tables de négo avec évidemment des demandes de recul importants, mais ils demandaient aussi des reculs au niveau salarial. Donc, ils nous offraient pas des augmentations de salaire, ils nous offraient des baisses de salaire. Donc, c'est dans cette réalité-là qu'on est entré. Puis, finalement, on a réussi à avoir des augmentations de salaire puis d'augmenter nos conditions de travail de façon considérable, même si la conjoncture était pas favorable à ce moment-là. Puis, depuis ce temps-là, évidemment, les conditions de travail ont explosé. Puis, vous l'avez mentionné aussi, on est rendu, puis je pense qu'il faut être fier de le dire, c'est que travailler dans l'hôtellerie maintenant, tu te situes dans la classe moyenne. Puis, puis ça, c'est intéressant. Puis, on a beaucoup de fierté. C'est un travail qui est reconnu maintenant. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Avant, comme on disait, t'étais pas mal invisible, tandis que maintenant, les gens, quand tu leur dis que tu travailles en hôtellerie, ils font comme « Ah, OK, donc t'es un professionnel, t'as des conditions de travail, t'as une éthique. » Donc, je trouve ça vraiment intéressant pour ça. Toi, Alexandre, ton syndicat, vous êtes arrivé à quel moment? On est arrivé dans le début des années 80. Donc, moi, j'étais pas là, bien sûr, mais mes collègues qui ont été là depuis l'ouverture du dit Méridien m'en ont beaucoup parlé aussi comme Michel l'a mentionné, du fameux local 31. Comme quoi, c'était aberrant qu'il y avait personne pour les aider et tout. Puis c'est comme ça qu'ils se sont mobilisés au niveau d'aller chercher des gens qui allaient les aider à faire valoir leurs points puis monter leur qualité de vie. Parce que c'est vrai que les gens, dans le temps, ils me l'ont dit, ils en arrachaient, si vous me permettez l'expression. Là. Donc, notre syndicat, ça fait à peu près 40 ans qu'on est avec la CSN. On va regarder dans un instant comment ça fonctionne, une négociation coordonnée, puis entre autres avec Dominique, présidente du Conseil central, parce que c'est énormément de mobilisation, donc beaucoup de travail, non seulement pour le Conseil central du Montréal métropolitain, mais pour tous les conseils centraux. Alors, restez des nôtres. Vous écoutez Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. On revient après cette toute petite pause. Vous êtes à l'écoute de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Dominique Daigneault,
présidente du Conseil central. Le Conseil central de Montréal est vraiment très présent dans ces négociations coordonnées, mais avant qu'on regarde comment ça fonctionne, la négociation coordonnée, ça doit être un gros effort de mobilisation, là, parce que plusieurs hôtels qui négocient ensemble et en même temps, là, ça demande l'huile de bras, comme dirait l'autre. Ah, c'est clair, puis particulièrement dans la région du Montréal métropolitain, parce que, tu me corrigeras si je me trompe, Michel, mais on a 23 des 30 syndicats qui participent à la négociation coordonnée pour le moment. Fait que ça demande en effet un effort coordonné. Et plus d'une vingtaine, si on je peux m'exprimer ici, oui. Alors donc, mais en même temps, c'est une fierté. Hein? C'est clair que la façon que la Fédération du commerce a développé comme mode de négociation puis comme mode de lutte, ça fait la fierté aussi et l'admiration, ça suscite l'admiration des membres du Conseil central. À chaque fois qu'on rentre dans cette ronde-là, ben il y a comme un élan de mobilisation, de solidarité envers les travailleuses et les travailleurs qui luttent pour se faire respecter. Fait que oui, au Conseil central, ça prend énormément de place. C'est une des batailles qui est assez, comment je dirais, iconique, là, tu sais. C'est vraiment, ça fait partie des grandes batailles que l'on mène au Conseil central, la négociation de l'hôtellerie, la négociation coordonnée de l'hôtellerie. Ben, si je peux permettre aussi, puis bon, faut pas que la Fédération du commerce prenne tout le bénéfice du succès de la négo coordonnée dans le secteur de l'hôtellerie, parce que c'est un travail interéquipe à son meilleur à la CSN. Oui. Tous les services sont sollicités et ils livrent la marchandise, puis on travaille tous dans la même direction. Que ce soit le service de syndicalisation, le service juridique, le service des coms, le service le service de recherche et de la condition féminine, évidemment, tous les conseillers SMVR qui sont au cœur de l'action, puis évidemment la Fédération du commerce aussi, puis son équipe de conseillers. Mais ça devient magique, là, la recette, à chaque fois, elle fonctionne. Puis je pense que ça, il faut le mentionner. On le mentionne peut-être pas suffisamment. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Là. C'est quoi, justement, la recette? Comment ça fonctionne, là? Par exemple, toi, Alexandre, là, est-ce que vous êtes tous les syndicats ensemble autour d'une grande table ou c'est chacun qui négocie individuellement? Donc, il y a deux portions. Dans la négo coordonnée, il y a les points forts que on se rassemble tous puis on les vote en assemblée générale avec tous les hôtels participants. Puis ça, je trouve que c'est super important parce que ça donne une barre pour que tout le monde ait un maximum de conditions de travail égales. Donc, c'est une plateforme commune d'abord, là. Premièrement, une plateforme commune. Et après ça, bien sûr, on a toujours des petits détails locaux dans chacun des hôtels parce que chaque hôtel est quand même différent, ont différentes réalités, mais on s'entend qu'il y a des points communs qu'on veut tous avoir ensemble. Puis c'est super important que on puisse aller avoir le feedback des gens puis d'autres réalités parce qu'on a autant des gros hôtels que des petits hôtels, puis il faut que tout le monde s'y retrouve là-dedans. Mais il faut que tout le monde soit là en même temps. Ça veut dire que vos conventions collectives prennent fin à peu près en même temps, c'est ça? Ben, ça, c'est un des objectifs. Puis la durée de la convention collective, la date d'échéance, ça fait toujours c'est toujours un élément de la plateforme. Bien sûr, parce qu'on veut répéter l'exercice à la ronde suivante. Donc ça, c'est toujours un enjeu. Puis, on invite les syndicats à participer à la négociation. Faut qu'il y ait une date d'échéance qui soit dans un laps de temps bien précis. Parce qu'évidemment, si l'échéance était dans 2 ans par rapport à un autre, ben là, le rapport de force, on le retrouverait pas. Donc, à la Fédération du commerce, on présente une 60aine d'hôtels. Et cette fois-ci, il y avait 30 hôtels qui étaient invités pour la dernière ronde, celle de 2024, qui n'est pas encore terminée. Mais il y avait 30 hôtels qui étaient invités à y participer. Donc, évidemment, la date d'échéance, c'est quelque chose qui est super important. Puis, Alexandre, tu le décrivais bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au final, la décision de participer à la négo coordonnée, elle revient toujours aux membres. C'est les membres en assemblée générale qui vont décider d'y participer ou non. Donc, il y a une plateforme de revendication qui est élaborée à partir des représentants de chacun des syndicats qui participent à la négo coordonnée. Donc, ce sont eux qui décident quelles seront les priorités de négociation qu'on va retrouver à travers les 30 hôtels qui y participent. Et à ça va s'ajouter des demandes locales, comme Alexandre l'expliquait. Et par la suite, sont présentées en assemblée générale. Donc, puis il y a un protocole de négociation aussi qui est ajouté à ça. Donc, les syndicats s'engagent à respecter certaines règles en ce qui concerne les demandes de plateforme. Il y a également un fonds d'appui aussi qui est mis en place, qui va venir
en aide aux travailleuses et aux travailleurs qui auront à vivre un conflit, que ce soit un lock-out ou une grève. Si tu me permets là-dessus, là, c'est super important parce que le patron, il sait qu'on a l'appui, justement, de la FC puis de la CSN. Puis genre, on s'entend que le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent et le financement. Fait qu'il sait que même si on va dehors puis qu'on revendique nos droits, ben on n'est pas à la rue sans aucun appui et sans aucun soutien, qu'il soit financier ou en présentiel. Puisque vous faites ça depuis des dizaines d'années, donc visiblement, c'est payant, c'est gagnant. Ça vous a permis d'aller chercher quoi comme gain? Plusieurs, je te dirais. Avec les témoignages que j'ai de plusieurs de mes collègues qui sont là depuis, je dirais 40, on dirait pas 45 ans, mais j'en ai qui sont là depuis l'ouverture encore, qui sont des fiers combattants. Je peux dire qu'on peut passer du salaire, des accommodements, des semaines réduites, des vacances, des régimes de retraite, des assurances. Donc, on a encore fait des gains à la dernière négo pour aller encore baisser le coût pour nos camarades puis nos collègues de travail, ce qui fait que ça laisse plus d'argent dans les poches de nos professionnels de l'hôtellerie, ce qui est vraiment intéressant considérant la situation économique et l'inflation. Donc, tu sais, c'est super important d'aller chercher ces gains-là. Puis le respect, comme on disait au début, là, la négo coordonnée, pour moi, ça part du respect des gens qui travaillent, puis de la qualité qu'on offre aux gens, aux clients et à notre boss aussi. Oui. C'est un modèle qui est propre au Québec, on s'entend, ce type de négociation-là. Ça fait-tu des jaloux ailleurs? Je sais pas, le voisin ontarien, par exemple, ou ailleurs dans le monde? Je sais pas si tout le monde le sait, mais on a maintenant 2 unités d'accréditation à Toronto, à l'Hôtel Royal York. Puis évidemment, ils ont été attirés par ce modèle-là. Puis tu sais, ce sont des camarades du secteur de l'hôtellerie qui vivent les mêmes réalités que nous. Puis bien sûr que ça fait des jaloux. Puis c'est la raison pour laquelle ils ont souhaité se joindre à nous aussi à ce niveau-là. Mais tu sais, par rapport aux gains, je reviens là-dessus, là, puis tu sais, Alexandre en a fait une belle démonstration, là, mais c'est sûr qu'au départ, on partait de rien, fait que tu sais, tout était à gagner, tu sais, autant au niveau des salaires, des vacances, des assurances, du régime de retraite, des journées de maladie, pis tout ça. Mais après, tu sais, on est allé, tu sais, on s'est attaqué aux charges de travail, on s'est attaqué aussi à la conciliation famille, travail, études. Donc, tu sais, on en est rendu là. Mais il y a un dénominateur commun dans tout ça. À chacune des rondes, on a dû se battre. Oui. À chaque fois, on a dû se battre. C'est jamais facile, même dans une conjoncture comme la dernière négo, où il y avait une conjoncture qui était très, très, très favorable pour les hôteliers, où l'argent rentrait à pleine porte, puis où on revenait d'une pandémie où les travailleuses et travailleurs avaient fait des sacrifices importants. Il a fallu encore se battre, et même probablement encore plus, pour obtenir, le respect, puis les conditions de travail qu'on mérite. Parce que ce sont eux les gardiens du service à la clientèle, ce sont eux les professionnels de l'hôtellerie, ce sont les travailleuses et les travailleurs qui sont responsables de la réputation enviable de tous ces hôtels-là. C'est la raison pour laquelle les clients y reviennent année après année, mois après mois. Donc, ils se doivent d'être considérés à leur juste valeur. Donc, oui. Mais à chaque fois, c'est des batailles. On se dit tout le temps, là, cette année, je pense que l'employeur, il va comprendre, puis... On est toujours optimiste en disant, peut-être que cette année, le boss, il a compris. Et là, il comprend difficilement. Non, c'est assez rare que les boss comprennent sans qu'on ait à leur faire comprendre. Puis ça, les syndicats de l'hôtellerie sont particulièrement bons pour faire entendre raison aux employeurs. Puis moi, ce qui me frappe à chaque fois, parce que je suis tout simplement admirative, moi, devant la manière de négocier dans le secteur de l'hôtellerie à la CSN via la négociation coordonnée, c'est, comme vous le disiez tous les deux, c'est le sentiment d'être professionnel, de se tenir debout pour se faire respecter pour la qualité du travail qui est accompli dans les hôtels, puis aussi une fierté d'être combatif, là. Je la sens tellement, moi, de négo en négo, là, cette fierté-là de se dire, on s'est battu, et on va continuer à se battre. C'est pas vrai qu'ils vont nous avoir. On va continuer à revendiquer pour obtenir des meilleures conditions de travail parce que nous le méritons. Bref, c'est un exemple de combativité, de solidarité, parce que ça prend une solidarité à toute épreuve. Oui. Ça prend de la discipline aussi, là, de la discipline militante et de la discipline syndicale. Mais je trouve ça beau, justement, parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis en hôtellerie. C'est ma 2e seulement négo coordonnée. Ça fait 20 ans que je suis en restauration.
restauration, par exemple. Puis je peux dire que ce que j'ai trouvé beau, c'est justement la solidarité. C'est comme une grosse famille qui se rassemble à chaque négo. Puis ça te permet de tisser des liens puis de voir les réalités de tous les départements, de tous les services. Tu connais le nom des gens, tu connais les réalités de chacun. Ah, toi, comment ça va? Bon, tu sais que telle personne, ses petits-enfants vont là, l'autre vient de s'acheter une maison. C'est super intéressant parce que ça lie les gens ensemble, ça met des noms sur les visages que tu croises à tous les jours dans l'hôtel. Puis ça, je trouve, c'est un des trucs les plus intéressants de la négo coordonnée puis de la négociation en général, c'est que ça rassemble les gens vers des points communs. Donc, on a tous des opinions différentes sur plein de sujets, mais on peut se rassembler sur ces grands points-là forts qui sont tes conditions de travail, ta qualité de vie, puis le respect que tu as au travail. Puis ce qu'on remarque, là, par exemple, tu sais, comme dans ton syndicat aussi, là, qui est passé à travers une lutte absolument incroyable là, à la dernière négociation, mais on le voit que ça crée une solidarité aussi à l'intérieur même, après ça, là, après la résolution du conflit. Là. Ben, si c'est en tout cas un modèle qui est gagnant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défi. Puis on va s'en parler dans un petit instant. Alors restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. Vous êtes toujours à l'écoute de Coup de Mob, le balado solidaire du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. Et puis, on se parle de l'hôtellerie, de la négociation coordonnée de l'hôtellerie. Avec moi, Michel Valiquette, qui est trésorier de la Fédération du commerce et syndiqué de l'hôtel Hilton de Laval. Alexandre Méalin-Boilly, qui est président du syndicat des travailleuses et travailleurs de l'hôtel Méridien, maintenant connu sous le vocable de Doubletree. Et Dominique Daigneault, qui est président du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. Ça fait 40 ans que vous faites ça, ça fait 40 ans que ça existe. Je présume que les défis maintenant, les défis qui sont à relever, sont différents de ce que ça pouvait être il y a 40 ans. Ça ressemble à quoi maintenant, les défis? C'est quoi les gros problèmes, les grosses luttes? Vous savez que vous devez travailler le plus fort en ce moment-là. C'est certain que ça a évolué beaucoup, le secteur de l'hôtellerie. Dans le passé, souvent, on faisait affaire avec des hôteliers, des vrais hôteliers, qui avaient à cœur notamment le service à la clientèle, qui avaient à cœur de donner les meilleurs services possibles à leurs clients. Maintenant, on fait affaire avec des holdings. Des investisseurs. Des investisseurs, des fonds de retraite, où c'est le rendement qui est important. Peu importe de quelle façon on y arrive, c'est le rendement. Fait que Est-ce que ce soit même avec la caisse de dépôt? Ça se peut même que ce soit avec la caisse de dépôt. Aïe, avec le bas de laine. Avec le bas de laine, avec la reine Elisabeth, de par sa filière Ivanhoe Cambridge, sa filière immobilière, qui est propriétaire du reine Elisabeth. Mais, donc, ce que ça implique souvent, c'est que si on parle, qu'on est plus ou moins intéressé par le service à la clientèle, mais plus par la colonne de gauche qui est les bénéfices puis les revenus, ça fait en sorte notamment qu'il y a beaucoup moins de personnel. Donc, on considère que, en mettant moins de personnel, évidemment, on a plus de revenus, même si le service à la clientèle, donc ça fait en sorte des charges de travail beaucoup plus importantes, des enjeux en santé et sécurité, par exemple, qui vont toucher, parce qu'évidemment, là, c'est une cadence qui va être plus élevée pour nos travailleuses et travailleurs. Donc, on a à se battre pour ce genre de trucs comme celui-là. Notamment, lors de la dernière négociation, on a réussi aussi à encadrer la charge de travail, qu'elle soit pas décidée de façon arbitraire par l'employeur, mais on pourrait faire intervenir même des experts pour venir évaluer nos charges de travail. Puis donc, ce sont ce genre de défis-là qu'on aura à relever. Évidemment, il y a d'autres enjeux qui s'en viennent. On n'a qu'à penser à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça aura comme impact sur le travail dans le secteur de l'hôtellerie? Donc, ce sont tous ces enjeux-là. Évidemment, la pandémie a fait en sorte aussi qu'il y a eu un exode aussi au niveau de la main-d'œuvre. Ouais. Donc, on parle là, d'attraction de la main-d'œuvre, de la rétention de la main-d'œuvre. Encore une fois, les syndicats ont pris les devants là-dessus. Notamment, je pense que de donner des bonnes conditions de travail, c'est un succès pour pouvoir attirer puis retenir de la main-d'œuvre. Mais, par exemple, les syndicats ont pris en main la formation. Donc, la formation des nouveaux travailleurs. Donc, dorénavant, dans nos conventions collectives, c'est écrit. Chaque nouveau travailleur qui sont embauchés dans un hôtel vont recevoir une formation qui est adéquate. Donc, qui va être décidée par le syndicat avec l'employeur, tant sur le contenu que sur la durée. On favorise aussi, on essaye aussi
de donner une plus-value aux formateurs, qui sont des travailleuses et des travailleurs, notamment en donnant une bonification au niveau du salaire horaire qui va aller jusqu'à 4,50 $. Donc ça, c'est des défis qu'on a dû relever, puis qui, peut-être, à l'origine, n'auraient pas appartenu au syndicat, mais comme je le mentionnais plus tôt dans le balado, c'est que ce sont les travailleuses et les professionnels de l'hôtellerie qui sont les gardiens du service à la clientèle. Ce ne sont pas nos dirigeants. Donc, ils ont décidé de prendre les devants puis d'y aller dans ce sens-là. C'est pas eux autres qui sont sur le plancher puis qui voient la réalité de c'est quoi la charge de travail. Parce que c'est sûr que quand c'est un superviseur qui te fait ta formation, ben lui, il veut que ça soit le plus rapidement possible pour un peu se débarrasser de toi pour que tu rentres le plus rapidement possible. Mais c'est comme ça que ça crée des blessures. C'est comme ça que tu vas créer des burn-out parce que la pression est immense. Puis lui, dans sa tête, il te montre ça une fois, puis une journée, j'ai vu du monde se faire pitcher après une journée de formation. Let's go, ben t'es capable tout ça. Puis là, la personne, elle panique, puis là, elle essaie de rattraper, puis c'est là où souvent, il la cote dans le mur. Puis ben c'est pas le superviseur qui en paye le prix, c'est nos collègues de travail. On a vu des histoires d'horreur, là, puis un peu pour revenir sur l'exemple d'Alexandre, ça veut dire que la personne est un peu lancée dans le bain sans plus ou moins de formation ou d'encadrement, puis ben, en plein milieu de son corps de travail, son premier corps de travail, il va quitter. Il va simplement quitter. Puis ça, c'est pas une histoire isolée, là, c'est une histoire qu'on a vue régulièrement, mais on s'est privé probablement d'une main-d'œuvre qualifiée qui voulait travailler dans ce secteur-là. Donc, je pense que l'employeur ne prend pas ses responsabilités, mais les syndicats ont décidé d'apprendre cette responsabilité-là. Tu sais, quand Michel parlait de la charge de travail, qui a été un des gros points, là, on l'a vu, nous autres, dans mon hôtel local, des gens arriver, plein de bonnes intentions, puis voir la charge de travail, puis nous dire, mais comment vous faites? Moi, c'est inhumain, je veux pas faire ça, là. Puis pourtant, la personne est apte à travailler, elle se présente, elle est motivée, mais après 2-3 jours, elle se rend compte que c'est tellement immense comme charge de travail qu'elle préfère quitter alors qu'on a quand même des bonnes conditions de travail, là, outre la charge de travail, là. Mais même pour les nouvelles personnes, on parlait de rétention de personnel, ben même avec tous les acquis qu'on a eus, ils trouvaient que vu que la charge de travail était trop immense, ça contrebalançait pas. Oui, parce qu'il y a une pénibilité aussi de travailler dans le secteur de l'hôtellerie. On parle évidemment beaucoup de la charge de travail, mais il y a des enjeux de travailler de jour, de soir, de nuit, de travailler les fins de semaine, de travailler les jours fériés. Donc ça rajoute. Donc c'est pas très attractif. Fait que pour contrecarrer ça, ben il faut que tu donnes des bonnes conditions de travail. Puis évidemment, il faut pas que tu surcharges tes travailleuses et travailleurs si tu veux les garder, là. Puis ça a un impact. On le voit même dans les écoles hôtelières où les demandes d'admission ont beaucoup diminué au fil des années parce que travailler dans l'hôtellerie, c'était devenu contingencé. Oui, tout à fait. Puis maintenant, avant, tu avais un comité de sélection pour rentrer à l'école hôtelière. Maintenant, ben c'est plus le cas, là. Donc, la pénurie de main-d'œuvre est carrément un frein, c'est un problème, ou en même temps, ça peut être un levier, puisque une question d'offre et de demande. Ben, nous, on s'en s'est servi comme levier, mais dans l'espoir aussi qu'elle n'existe plus, justement, pour donner un peu de souffle à nos travailleuses et aux travailleurs qui sont là, à leur permettre d'avoir leurs vacances, d'avoir leur week-end, de pouvoir prendre leur congé férié. Donc ça demeure tout le temps aussi des enjeux, là. Je voulais juste rajouter aussi ce que vous racontez, là, pour avoir fait beaucoup d'assemblées générales dans le secteur de l'hôtellerie. Ça revient régulièrement à cette volonté-là de vouloir faire le travail correctement, puis cette détresse-là aussi de pas pouvoir le faire, puis à la hauteur de ce que tu souhaiterais faire, puis de te faire taper sur la tête par les superviseurs, comme tu disais tout à l'heure. Fait que d'avoir l'impression de jamais de jamais arriver à faire ton travail, là. Ça aussi, c'est quelque chose que moi j'ai entendu cette année, peut-être plus particulièrement, encore plus de témoignages à cet égard là sur la pression que font les employeurs sur les travailleuses puis les travailleurs, une pression qui met en jeu leur santé physique, mais leur santé mentale aussi. Ben moi, je pense que c'est important qu'après ta journée de travail, ben ton objectif, c'est pas juste d'aller te coucher. Ton objectif, c'est de prendre soin de tes enfants, c'est d'avoir des activités, de passer du temps de qualité avec eux. Tout à fait. Alors que là, souvent, puis là, je pense notamment aux nombreuses préposés aux chambres, qui doivent vivre une cadence, puis souvent de la pression aussi des différents gestionnaires qui disent, qui arrivent à la maison, puis ils ont de la difficulté à préparer le repas pour les enfants, puis ils ne pensent qu'à aller se coucher pour recommencer
recommencer le lendemain parce qu'ils savent la pénibilité de la journée qui s'en vient. Donc ça, c'est des enjeux sur lesquels on a dû se pencher. Oui. Pour conclure, j'aimerais peut-être aborder un dernier point qui est un petit peu en parallèle, mais qui concerne plus Michel. Les camarades, les syndiqués, les militants, les militantes deviennent tellement investis à un moment donné qu'ils embarquent, qu'ils font partie de l'organisation même. Et comme toi, Michel, tu es maintenant trésorier de la Fédération du commerce. J'aimerais ça peut-être qu'on dise un petit mot, puisqu'on est dans un balado de mobilisation. C'est quoi l'importance d'attirer justement nos camarades, nos travailleuses, nos travailleurs à s'investir au sein même des structures fédératives ou confédératives à la CSN, à la Fédération du commerce et ailleurs également? Oh, c'était une bonne question, mais je pense que le succès de la négo coordonnée facilite un petit peu tout ça. Tu sais, on mentionnait tantôt, travailler dans l'hôtellerie, souvent c'est des travailleurs qui sont dans l'ombre, tu sais, qui sont pas, tu sais, qu'on voit pas nécessairement, qui sont très fiers aussi de l'hôtel pour lequel ils travaillent. Il y a toujours une très, très, très grande fierté des gens pour leur hôtel. C'est un grand sentiment d'appartenance. Puis quand arrive le moment de la négociation, mais ils connaissent leurs valeurs, ils savent les efforts qu'ils ont donnés au cours des dernières années, puis ça fait en sorte qu'ils vont s'impliquer rapidement dans leur négociation à eux, OK? Puis à ça, va découler après ça. Puis on a qu'à penser à l'exemple d'Alexandre, tu sais, qui a décidé de s'impliquer, un jeune militant, puis qui a pris des responsabilités dans la ronde précédente, qui en a pris encore plus dans la ronde comme ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme ça qu'on va aller chercher la relève, c'est que ils vont s'impliquer premièrement dans leur syndicat local, ils vont prendre plus de responsabilités, puis par la suite vont avoir le désir de s'impliquer à l'intérieur de la fédération ou même du conseil central. Comme Alexandre. Donc c'est ça. Puis tu sais, le sentiment d'appartenance, il est aussi il est à leur hôtel, à leur lieu de travail, mais il est aussi au secteur de l'hôtellerie de la Fédération du commerce CSN. Mm-hmm. Puis moi, en tout cas, au niveau local, je trouve qu'un de nos défis dans le futur, c'est vraiment de justement, parce qu'on avait une grosse base militante qui ont fait l'ouverture, puis là, on est dans une espèce de transition, surtout avec la dernière négo, où ça a été vraiment beau de voir, excusez-moi le terme, les anciens prendre les nouveaux, puis leur expliquer c'était quoi les luttes passées, pourquoi, d'où c'est qu'on vient, où c'est qu'on s'en va, puis que là, ils passent le flambeau, puis que tu vois de plus en plus de jeunes, et encore plus jeunes que moi, et des moins jeunes, de s'impliquer, puis reprendre le relais des gens qui ont donné pendant des dizaines d'années, là, des décennies de lutte et de combat, puis de faire comme, la maison que vous avez bâtie, c'est moi qui vis dedans maintenant, puis je veux la garder. Donc, c'est super important. Un excellent travail de transmission de connaissances puis de l'histoire, oui. Puis je pense que la négo coordonnée aussi va aider là-dedans pour passer les histoires des différents pionniers, pour dire aussi à d'autres hôtels, regardez, vous pourriez avoir ça, vous méritez ça. Alors, c'est une formule gagnante depuis plus de 40 ans et visiblement, c'est là pour rester. Un grand merci de nous avoir permis de démystifier puis de mieux comprendre c'est quoi une négociation coordonnée, plus particulièrement celle de l'hôtellerie. Un grand merci, Michel Valiquette, trésorier de la Fédération du commerce et syndiqué de l'hôtel Hilton de Laval. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, Alexandre Méalin Boily, président du syndicat des travailleuses et travailleurs de l'hôtel Méridien, maintenant connu sous le vocable Doubletree. Merci, ça fait grand plaisir d'être venu. Et Dominique Daigneault, présidente du conseil central du Montréal métropolitain CSN. Vous pouvez suivre ce balado en vous y abonnant via votre plateforme de balado préférée ou encore sur notre site web au ccmm-csn.qc.ca. Ici Daniel Leduc, merci pour votre écoute et à la prochaine. Coup de mob.